Je veux remercier d'être parmi nous ce soir dans ce cinquième meet-up du groupe Elastic Maroc. Donc, euh, Aujourd'hui, nous allons parler du concept de l'observabilité et de voir comment la suite Elastic nous permet d'unifier les logs, les métriques et les traces APM distribuées dans le même endroit. Donc, pour me présenter, je m'appelle Yassine Lasri, je suis chef de produit et solution architect chez Synapticiel. Et je suis aussi Elastic Certified Engineer. Le plan de la présentation d'aujourd'hui. Je vais d'abord faire une introduction pour parler juste pour un rappel rapidement de c'est quoi la stack Elastic et c'est quoi et pourquoi le concept de l'observabilité. Puis on va parler des bonnes pratiques pour la génération des logs et comment les ingérer dans Elasticsearch. Et puis on va parler de l'instrumentation des codes avec Elastic APM et comment on peut faire de la trace distribuée. Et à la fin, on fera une démonstration d'une application d'un front-end en React et quelques microservices en Spring Boot. Pendant toute la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez écrire directement sur le chat. À la fin, on fera une 10 à 15 minutes de questions-réponses. Donc, la vidéo, la présentation, les blog posts qui ont été utilisés, le code que j'ai utilisé pour la démonstration, il vous sera partagé, envoyé par email. Voilà, on ne serait pas stressé à prendre des captures d'écran. Juste un petit rappel, depuis le 1er septembre, Elastic il a lancé un programme pour récompenser les contributeurs. Vous pouvez aller visiter ce lien et vous pouvez vous inscrire et commencer à déposer vos contributions. Donc, vos contributions, ça peut être une vidéo qui parle d'Elasticsearch ou autre, ça peut être un article sur un blog post, ça peut être une présentation que vous avez faite, ça peut être un code que vous avez développé, que vous avez contribué. Vous mettez vos contributions en ligne. La fin de la compétition sera le 1er mars 2021. Il y aura des cadeaux à gagner, des abonnements sur le cloud, des abonnements sur Elastic Academy pour des formations et probablement des vouchers de certification. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce lien et commencer à déposer vos contributions. Donc, une petite introduction rapide pour ceux qui ne connaissent pas Elastic Stack. Il est connu sous le nom de ELK. Et c'est principalement 4 composantes. Donc, 2 composantes en bas de la chaîne qui sont les bits et Logstash. Donc, c'est ces 2 composantes qui sont là pour récupérer les données et les envoyer à Elasticsearch. Donc, la composante principale de cette stack, c'est Elasticsearch, qui est à la base un moteur de recherche distribué, qui est RESTful, open source et qui permet de faire des analytiques, des search en temps réel. Et en haut, il y a la composante Kibana qui permet à la fois d'être l'interface utilisateur pour la recherche, la visualisation, le monitoring des logs, l'observabilité, la sécurité. Il y a à la fois l'interface pour administrer la stack Elastic. Et en haut, il y a 3 solutions selon le use case. Il y a Enterprise Search pour les use cases qui sont très liés au Full Text Search. Il y a Elastic Security qui contient 2 composantes, une partie SIEM et une partie Endpoint Protection. Et il y a la solution Elastic Observability qui nous intéresse aujourd'hui, qui se compose de 4 applications, qui est les logs, les métriques, et APM et Uptime.
la stack peut être déployée en premise, donc vous pouvez le télécharger, l'installer sur votre infrastructure. Et vous pouvez aussi l'utiliser directement sur Elastic Cloud ou sur les clouds publics comme GCP, AWS ou Azure. Vous pouvez le déployer aussi sur des Kubernetes. Donc, brièvement, c'est un peu ça la stack Elastic. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'observabilité. On va parler dans un premier temps le pourquoi de l'observabilité et comment la suite Elastic facilite l'observabilité dans un contexte DevOps, voire même DevSecOps. Donc, ça, c'est une mosaïque d'outils que vous avez l'habitude probablement de voir dans vos environnements d'entreprise. C'est un ensemble d'outils pour superviser l'infrastructure, donc de point de vue log, métrique, de point de vue disponibilité, de point de vue performance. Donc, c'est des outils qui fonctionnent en silo de point de vue données et de point de vue organisationnel. Donc, quand il y a un problème de performance, des anomalies ou des erreurs, donc on commence à naviguer à droite, à gauche et essayer de chercher et de comprendre c'est quoi le problème. Et des fois, on cherche à reproduire le problème. Donc, c'est purement un fonctionnement en décorrélation entre les contextes. Et à chaque fois qu'on bouge d'un outil à l'autre, on perd le contexte et donc on perd de l'efficacité. Et si on ajoute à ça l'évolution de la technologie, donc si on analyse l'évolution de la technologie ces dernières années, on va voir que la complexité du monitoring ne fait qu'augmenter. Et cette complexité, il est due à deux trends en général. Donc un trend sur la partie matérielle, on est passé de la virtualisation au cloud et à l'orchestration aujourd'hui des conteneurs Docker avec Kubernetes. Et d'autre part, un trend sur l'évolution technologique, surtout de point de vue architecture applicatif. Donc, on passe des applications monolithiques vers des architectures à plusieurs tiers, et puis on a évolué vers des architectures orientées SOA. Et actuellement, on est dans un paradigme de microservices. Donc, toute cette évolution, ces trends technologiques, ils ne font que rendre la tâche du monitoring beaucoup plus complexe. Et donc, notre mosaïque de tout à l'heure devient encore et encore plus large et beaucoup plus compliqué, surtout dans un contexte de cloud où on a des centaines de conteneurs et de pods Kubernetes qui sont très éphémères. Il y a même des statistiques qui disent qu'en général, un conteneur Docker ou un pod Kubernetes, il a une durée de vie moyenne de 30 jours. Donc, vous imaginez un contexte où vous avez des centaines de conteneurs qui naissent et qui disparaissent. Donc, vous n'allez pas à chaque fois utiliser des outils un peu décorrélés pour faire le monitoring. Donc, tout ça fait le constat qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de silos de données, beaucoup de silos organisationnels. Typiquement, on le voit actuellement dans des usines de développement où on a des ops des fois spécialisés que pour le monitoring du log. Ils sont là juste pour parser les logs, monitorer les logs. D'autres, ils sont là juste pour superviser l'infrastructure, les métriques du host, du cluster Kubernetes, des conteneurs Docker. Évidemment, il y a des équipes de développeurs qui sont là, qui sont en train de développer, qui sont en train d'instrumenter, donc ils s'intéressent beaucoup plus aux traces distribuées. Et il y a une partie des ops qui sont là juste pour monitorer la disponibilité des différentes endpoints, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a l'équipe business qui s'intéresse à ces indicateurs business. Donc, purement un contexte où il y a beaucoup de silos organisationnels
C'est des choses qui ne sont pas très recommandées de point de vue DevOps. Et donc, il y a beaucoup de pertes d'efficacité, pas de corrélation, et donc les SLA ne sont pas respectés, et ainsi de suite. Et donc, l'approche élastique est de venir avec une solution et dans la mesure des possibles de casser les silos organisationnels. Et ça, c'est effectivement la solution Elastic Observabilité dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ça a été rendu grâce aux composantes Elastic Stack. Donc principalement Elasticsearch, qui est une base de données aujourd'hui. On peut stocker des logs sous format texte parce que c'est un moteur de recherche. Donc on peut stocker des logs non structurés. Et aussi parce que c'est une base de données, on peut stocker des données temporelles. Donc la plupart du temps, les logs, les métriques, les traces, c'est des données purement temporelles qu'on peut stocker. Là, il y a une date, on peut très bien stocker ces données. En plus, on peut stocker aussi les traces distribuées de différentes applications. Donc, vous imaginez toutes les données nécessaires à l'observabilité, ils sont stockés dans le même composant de stockage qui est Elasticsearch. Donc, à cela, Elastic a ajouté une expérience utilisateur unifiée qui est Kibana. Donc, à travers une seule interface unique, les différents membres de l'organisation, que ce soit les développeurs, les ops, les ingénieurs sécurité, les utilisateurs métiers, à partir de l'interface Kibana, donc ils peuvent naviguer dans des dashboards, ils peuvent naviguer entre les logs, les métriques, les traces APM, les logs synthétiques de uptime, ainsi de suite. Et donc, ça a été vraiment rendu possible à travers une stratégie d'unification de ces données qu'on va voir tout de suite. Donc, si vous faites un peu de la littérature sur Internet, vous allez trouver beaucoup de monde parle de l'observabilité. Donc, il y a des leaders mondiaux aujourd'hui comme Elastic, comme Splunk, comme Microsoft, comme AWS ou autres parle de l'observabilité. Et dans la littérature, l'observabilité, elle a trois piliers majeurs, qui sont les logs. Donc les logs, en général, c'est un timestamp avec un message d'événement qui renseigne un événement. Et les métriques, qui sont des mesures périodiques. Donc les métriques, ça peut être la charge CPU, ça peut être les performances d'une base de données, les performances de la mémoire, le CPU consommé par un pod Kubernetes, par un Docker, ainsi de suite. Et les traces qui sont un élément principal qui représente le déroulement d'une transaction à travers toutes les couches de l'application. Donc ces trois piliers, Elastic les a rendus corrélables les uns et les autres grâce à ce qu'on appelle Elastic Common Schema. Donc, bon, avant de vous parler de Elastic Common Schema, je vais prendre l'exemple aujourd'hui de plusieurs, ou bien d'une approche qu'on utilise dans Spring Boot, par exemple, pour développer des applications, des microservices. Donc, par défaut, Spring Boot, il a une manière de générer des logs qui peut être soit par des frameworks comme Logback, Log4j2 ou Log4j. Donc, l'approche classique aujourd'hui, c'est que les développeurs utilisent cette démarche classique pour générer les logs, et les logs ils sont générés dans des fichiers, et les ops viennent développer des pipelines d'ingestion. Ils essayent de parser ces logs à travers Filebeat, Logstash, et puis les ingérer dans Logstash. Et donc, quand ces logs ils ne sont pas très structurés, des fois, ils ont des retours à la ligne quand il y a des exceptions, ça commence à poser problème. Donc, Elastic aujourd'hui propose une simplification à travers l'ajout de quelques dépendances.
Donc, si vous rentrez sur le repository de Elasticsearch GitHub, vous allez trouver beaucoup de dépendances qui commencent par ECS Login. Donc, il y a un ECS Login pour Java, pour Python et pour autres. Et donc, l'avantage de cette dépendance, c'est qu'il va nous permettre de générer automatiquement les logs sous format JSON qui peuvent être parsables out of the box avec un FileBit. Et donc, le développeur, quand il livre un microservice Spring Boot dans un conteneur, il livre avec son parseur de logs qui sont envoyés directement dans un schéma uniforme vers Elasticsearch. Donc ça permet de gagner en rapidité, en flexibilité pour ramasser des logs rapidement dans Elasticsearch. Donc, comme j'ai dit, ça a été rendu possible grâce à Elastic Command Schema. Donc, Elastic Command Schema, c'est juste une convention pour structurer les logs. Donc, vous imaginez que vous êtes en train de collecter des logs de plusieurs microservices. Et chaque microservice a été écrit par une équipe de développeurs et chaque équipe il a sa manière de nomenclaturiser les champs. Donc, par exemple, si je prends un microservice qui génère l'adresse IP dans un champ client.ip, d'autres dans source underscore IP, et ainsi de suite. Donc, ECS va lire et normaliser tous les champs dont il y a l'adresse IP vers un seul champ qui s'appelle host.ip. Et donc, à partir de Kibana, on va chercher un log en provenance d'un host, on va aller mettre host.ip de point l'adresse IP et on va chercher dans tous les logs imaginables et possibles. Donc, c'est un peu ça l'Elastic Command Schema. Et le fait d'ajouter cette dépendance ECS Login Java dans vos applications Spring Boot vous donne la possibilité d'accéder à des appenders qui sont déjà disponibles. Donc, il suffit de personnaliser votre log4j.xml ou loopback.xml. Vous changez juste l'appender et utilisez l'appender de Elastic et vous aurez un log qui est déjà formaté selon le schéma OCS dans un format JSON. Donc, tout ça, on va le voir dans des exemples. Donc, ECS, c'est un projet open source, donc tout le monde peut y contribuer. C'est extensible, ça veut dire que même si vous ne trouvez pas un nested champ, un nested objet pour mettre vos valeurs, vous pouvez ajouter vos extensions comme vous voulez. Donc, il a été intégré depuis la version 7.0 dans APM. Il est aujourd'hui dans sa version 1.6 stable et qui couvre beaucoup d'use cases qui sont liés majoritairement à la sécurité et à l'observabilité. Et bien sûr, il est extensible, vous pouvez ajouter vos attributs et ainsi de suite. Donc, je vais d'abord m'arrêter un peu et vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple. Donc, j'ai un microservice, par exemple, où je vais ajouter cette dépendance. Donc, cette dépendance, parce que sur ce microservice, j'utilise log4j2 pour générer des logs. Et sur un autre service, j'utilise Logback, qui est l'appender par défaut de Spring Boot. Donc, selon l'appender que j'utilise pour générer le log, il faut que j'ajoute une dépendance qui va me permettre de formater les logs. Et comment je fais? Je vais juste dans le fichier XML de log4j ou logback et je peux le personnaliser. Par exemple, pour logback, je vais modifier juste la dépendance qui permet d'encoder les... Voilà, je vais ajouter cette classe qui va me permettre automatiquement de générer n'importe quelle trace ou n'importe quel log que vous envoyez, il va être envoyé ce format XML. Et donc, à la fin, j'aurai des logs sous ce format JSON.
Donc, automatiquement, j'ai un timestamp, j'ai un log.level, j'ai le message, ainsi de suite. Et j'ai d'autres champs qui vont nous permettre de corréler les logs entre plusieurs microservices qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, ces logs, ils sont facilement ingérable via une config simple de FileBit. Donc, je peux faire une configuration basique de FileBit et je lui donne juste les répertoires où se trouvent les différents fichiers et je vais lui dire tu parses le format directement et tu me gardes les champs en route. C'est tout. Il va envoyer mes logs dans Elasticsearch automatiquement. Et c'est là, quand j'arrive dans Elasticsearch, ben, ils sont parsables directement, ils sont visibles directement dans cette interface. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans une application à droite à gauche pour faire des greps ou chercher directement. Donc, là, je suis dans Kibana, dans la solution observabilité, et je peux à la fois voir les logs, les métriques, les traces APM et les traces Synthetix. Donc, dans les logs, je peux naviguer directement et j'ai mes logs qui s'affichent directement ici de mes différentes microservices. Et je peux voir pour chaque microservice le niveau d'alerte du log, le message, ainsi de suite. Donc, si je clique sur un événement, je peux voir les détails et je peux très bien voir que mon enregistrement de log a été généré, parsé et enregistré dans Elastic ce format ECS. Donc j'ai toutes les informations en provenance de mes logs sans effort, sans rien. Voilà, donc ça c'est important pour accélérer le cycle de vie DevOps. Donc on va continuer sur les autres parties. Maintenant, la deuxième partie qui est beaucoup plus importante, c'est qu'on est dans des environnements en général distribués et on a plusieurs microservices qui sont distribués, qui contribuent les unes aux autres pour gérer des transactions. Donc, on va parler de la notion de traces distribuées. Donc, dans les traces distribuées en général, on a une transaction qu'un utilisateur va effectuer depuis un front-end, par exemple, et cette transaction va traverser plusieurs microservices. Et dans chaque microservice, il y a un ensemble d'étapes qui vont être exécutées. Donc, ces étapes, on les appelle en général des spans. Donc, chaque span, il a un début et un fin. Et donc, un ensemble de spans constitue une trace. Et donc, le fait quand tu as une erreur, par exemple, qui intervient, il est important de localiser exactement où est-ce que l'erreur a été générée. Donc, aujourd'hui, la plupart des temps, on cherche à droite à gauche dans les logs pour comprendre c'est quoi l'erreur. Et quand on comprend l'erreur, on essaye de le reproduire. Et donc, ça, ce qui nous fait perdre du temps. Maintenant, avec les traces distribuées, on n'a plus besoin de chercher comment reproduire le problème. Et on peut localiser exactement l'endroit qui a causé le problème. Le problème, ça peut être une exception, ça peut être une lenteur base de données et lenteur réseau, ainsi de suite. Donc, on va voir tout à l'heure comment Elastic APM, par exemple, permet de simplifier ce niveau d'investigation. Donc, pour y arriver à ça, donc, on va prendre l'exemple d'un front-end en React.js qui va parler à un back-end 1 et ce back-end 1 va parler à un back-end 2 pour faire quelque chose. Donc, l'application basique que je vais vous présenter, c'est une application CRUD qui gère des objets de voiture. Donc, il y a un ajout, modification, suppression d'une voiture. Donc, il attaque un premier back-end en Spring Boot. Et ce back-end, il a besoin d'un autre back-end juste pour simuler une trace distribuée. Donc, le deuxième back-end, ça va être un simulateur qui évalue le prix de la voiture en fonction
de son année de... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attacher un agent à chaque application. Donc, imaginons, on a buildé des applications en Java, en Spring Boot, qui tournent, qui fonctionnent, qui génèrent des logs. Donc, on vient juste attacher un agent sans changer de code ni rien. Donc, c'est de l'auto-instrumentation. Et donc, ces agents, avant de parler avec Elasticsearch, ils ont besoin de parler d'un APM serveur. Donc, l'APM serveur, son rôle, c'est qu'il implémente des standards comme OpenTracing ou W3C qui reçoit des payloads des agents. Et l'APM serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir les données en format Elastic ECS et le stocker dans des index dans Elasticsearch. Et puisque ces index respectent le format ECS, Elastic a pu construire des interfaces utilisateurs comme log, comme métrique, comme APM et comme uptime. Et donc la procédure simple en Java, donc vous téléchargez juste cet agent sous forme de .jar. Aujourd'hui, il est dans sa version 1.18.1 et vous lui passez des paramètres. Donc les paramètres dont il a besoin cet agent, c'est le nom du service. Puisque vous êtes dans un environnement distribué, vous avez plusieurs services, donc vous devez donner un nom au service. Vous spécifiez les packages que vous voulez instrumenter. Donc ça c'est important. Vous pouvez instrumenter tous les packages. Vous pouvez choisir de mettre le focus sur des packages particuliers. Et vous renseignez l'adresse, enfin l'URL HTTP de l'APM. Donc les applications vont communiquer uniquement avec l'APM serveur. Vous pouvez renseigner ce qu'on appelle l'environnement du service. Est-ce que c'est un service de production, pré-production, staging, développement, QA, ainsi de suite. Et ce qui est important, vous pouvez activer la corrélation. La corrélation, c'est important. Ça veut dire chaque microservice va générer des logs, mais une transaction va passer par plusieurs microservices. Et donc, dans chaque log, je dois trouver la transaction unique qui représente la transaction. Donc, ça nous permet de corréler les logs entre les différentes microservices. Et je peux spécifier aussi la version et je lance mon application. Donc, Spring Boot, je lance le point jar et l'application fonctionne sans problème. Donc, ça, c'est pour une application point jar que je lance. Donc, ça, c'est la tendance aujourd'hui. C'est quand vous buildez un microservice, vous la buildez directement en point jar, vous la packagez dans un Docker et vous l'envoyez dans son environnement. Maintenant, si vous êtes dans un environnement où vous êtes amené à que votre microservice doit étendre un servlet, doit être déployé sur un container comme Docker, comme Tomcat. Et comme Tomcat ou autres comme JBoss ou WebLogic, ce sont des serveurs d'application en Java. Donc, vous pouvez instrumenter tout le conteneur applicatif. Donc ça, je prends l'exemple par exemple de Tomcat et je peux, dans les commandes de démarrage de Tomcat, ajouter les mêmes attributs. Sauf que cette fois, tous les microservices qui sont déployés au sein de Tomcat, ils vont être instrumentés avec le même nom de service. Et là où c'est important de mettre les différents packages de vos microservices que vous voulez instrumenter. Sinon, l'agent va instrumenter tous les appels, tous les objets qui sont exécutés à l'intérieur de Tomcat. Donc ça, c'est important. Si on part du côté front-end, donc des côtés front-end aussi, il y a un agent qu'on appelle le ROM. ROM, c'est pour Real User Management. Donc, ça permet aussi d'attacher un agent simplement JavaScript auquel on passe des attributs d'initialisation. Donc, les mêmes attributs qu'on a passés tout à l'heure à l'agent Java, on le passe à l'agent ROM.
Donc, on donne un nom au service, l'adresse HTTP du serveur APM. Et un point important, c'est qu'il y a un champ qui s'appelle Distributed Tracing Origin. Ça veut dire là, je peux renseigner un tableau de tous les endpoints avec qui ce front-end va communiquer. Donc, le rôle de ce tableau, c'est qu'on va activer la trace distribuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le front-end, l'agent front-end va générer, parce que c'est au niveau du front-end que la transaction commence. Et donc, le front-end va générer un ID automatique de la transaction, il va le faire propager à l'ensemble des endpoints que le front-end va utiliser. Et donc, ce même ID va être propagé avec les autres microservices. Il va être généré dans les logs. Donc, ça, c'est l'importance quand vous ajoutez ce paramètre de Enable Log Correlation. Donc, quand vous ajoutez ce paramètre, la transaction ID propagée par le front-end va être propagée dans tous les autres microservices. Et ça va être généré dans les logs aussi, automatiquement. Donc, ici, c'est quand votre application, c'est du HTML qui est déjà buildé, donc dans le .js qui boot votre application, vous ajoutez juste, vous initialisez la trace APM. Si vous êtes sur des frameworks comme React.js, Angular, Vue.js, donc il y a un agent qui est pré-packagé pour ce genre de framework. Donc, que vous installez dans votre projet ou vous ajoutez dans le package.json et vous l'importez par exemple dans votre index.js de votre application et vous l'initialisez. Et automatiquement, le travail est fait automatiquement derrière en mode auto-instrumentation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc chaque agent doit communiquer forcément avec un serveur APM. Et donc, ça c'est quelque chose de très simple. Vous téléchargez Elastic IPM Server. Donc, c'est une application qui tourne à base de Gao. Donc, il est indépendant des plateformes. Et il est téléchargeable en .exe pour Windows, en d'autres sur Linux ou d'autres, ou bien une image Docker que vous pouvez exécuter et démarrer. Et dans la config de APM Server, vous renseignez l'adresse de votre Elasticsearch. Et donc, l'agent reçoit les différentes traces des différents agents, les convertit en Elastic Command Schema et puis stocke dans Elasticsearch. Ce qui est bien dans cet APM, c'est qu'il il est, comment dirais-je, il est interopérable avec les standards de Open Tracing. Donc, il peut recevoir des traces qui sont envoyées par OpenTelemetry ou Yager, par exemple, ou Zipkin automatiquement, il les convertir dans un schéma ECS et l'envoyer dans Elasticsearch. Donc, quand vous êtes dans un projet où vous avez besoin d'agents pour instrumenter vos applications, donc vous avez le choix entre les agents élastiques ou bien les agents qui viennent d'être réalisés en General Availability par OpenTelemetry, ou si vous utilisez déjà Yager ou Zipkin ou autre, donc dans Elastic IPM, il y a des exporteurs qui exportent les formats Yager ou Zipkin vers un format Elastic APM et puis ils sont stockés dans Elasticsearch. Donc aujourd'hui, les technologies qui sont supportées, donc vous trouvez qu'il y a un agent Roam pour tous les front-end. Vous trouvez par exemple, si vous avez des back-end en Node.js, en Python, en Ruby, en Java, en Go, en Django, Flask, donc il y a des agents qui sont là, open source, qui sont téléchargeables, que vous pouvez utiliser. Et il y a un autre agent qui va être réalisé d'ici 2-3 semaines, je pense. C'est un agent pour instrumenter les applications PHP.
Et l'année prochaine, il y aura un autre agent, je pense, pour C++. Voilà. Donc, pour n'importe quelle technologie, il y a l'agent qu'il vous faut. Si jamais vous ne trouvez pas un agent qu'il vous faut, vous pouvez utiliser des agents, par exemple OpenTelemetry ou Yager ou autres, et les exporter vers Elastic. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que l'agent Room, c'est lui qui génère il génère une transaction qui le fait propager à tous les microservices qui s'appelle traceparent. Donc, ce traceparent, en général, c'est un standard W3C. Donc, la plupart des applications des éditeurs comme WebLogic, comme Salesforce ou autres reconnaissent ce paramètre, donc ils le font propager aux autres applications. Et donc, quand vous activez la corrélation du log dans vos microservices Spring Boot, par exemple, donc vous avez un trace.id et un transaction.id. Et donc, c'est le même ID pour la même transaction que vous trouvez sur tous les microservices. Et donc, dans l'UI, quand vous diagnostiquez une transaction, vous avez les logs de tous les microservices que cette transaction a pu générer sur les différents microservices. Donc ça, c'est le rôle du trace distribué. Voilà, donc je vais vous montrer un exemple. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une application React qui gère des objets, des simples CRUD, c'est rien de spécial. Donc là, je fais un retrieve de tous les objets qui sont dans la base et je peux voir ici qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais excusez-moi, donc je vais voir qu'il appelle une API d'un microservice /API /.car et je vais voir que quelque part il génère un traceparent. Voilà. Donc voilà, traceparent. Si vous cherchez traceparent dans le W3C, vous allez trouver qu'il y a la transaction et le ID de la trace. Et donc c'est ce ID qui est propagé dans tous les autres microservices. Donc si je rentre dans Kibana et je vais dans Overview, donc ça c'est le point d'entrée de la solution d'observabilité. Donc je vais voir qu'il y a mes logs. Par exemple, si je fais sur les 24 dernières heures, j'ai un file bit qui collecte les logs de mon premier backend, de mon deuxième backend, et j'ai ajouté une configuration pour collecter les logs parce que le deuxième backend, par exemple, il utilise une base PostgreSQL, donc je collecte aussi les logs de PostgreSQL. J'ai un metric bit que j'ai démarré sur le host que j'utilise, donc il me renvoie des métriques de consommation de CPU, de mémoire et du trafic réseau du host qui héberge mon front-end et mes services. Et j'ai APM, donc je vois les transactions des différentes traces distribuées de mon front-end et de mes deux back-ends. Et j'ai ce qu'on appelle Uptime. Donc Uptime, j'utilise un Heartbeat qui permet de pinguer soit en TCP, en HTTP ou en ICMP, de pinguer les différentes endpoints et de vérifier leur disponibilité. Donc Heartbeat, c'est un config simple. Ça, c'est un exemple. Je lui dis par exemple, chaque seconde, tu vas tester en HTTP ce endpoint, est-ce qu'il est disponible? Et quand tu fais appel, tu vas t'assurer qu'il me retourne le code de son. Voilà, donc chaque seconde va envoyer un payload pour vérifier. Donc ici, il y a 200, il va me dire qu'il est app. S'il n'y a pas 200, il va me dire que c'est pas app. Donc c'est ça ce qu'on appelle du monitoring synthétique.
Donc, je vais aller dans APM. Et donc, ici, je vais avoir la liste des services que j'ai instrumentés avec les agents Elastic APM. Et donc, pour chaque service, je vais voir son environnement et l'agent que j'utilise. Par exemple, le front-end, je vois il est instrumenté avec l'agent RUM et les deux back-ends sont instrumentés avec l'agent Java. Donc, première chose intéressante, c'est que j'ai une map qui me montre une connectique entre mes différentes bouts de l'application. Donc, j'ai un back-end en JavaScript qui appelle pardon, j'ai un front-end en JavaScript qui appelle le premier back-end qui est en Spring Boot. Et donc, ce back-end, il utilise une base H2 pour persister ces objets. Mais avant de les persister, donc à chaque fois que je fais un ajout ou une modification, il fait appel à un autre microservice aussi en Java juste pour estimer une valeur. Et donc, ce deuxième microservice, il utilise une base PostgreSQL pour persister. Et en parallèle, il utilise une base Elasticsearch pour stocker les mêmes objets, donc pour faciliter la recherche. Donc, ce qui est intéressant, quand je clique sur chaque service, j'ai des métriques qui me renseignent sur l'état du service. Et donc, il me donne la durée moyenne d'une transaction, le nombre de transactions par minute. Le plus important, c'est qu'il me donne le taux d'erreur. Donc, s'il y a des transactions qui tombent en erreur, donc il calcule des métriques. Il me donne une idée sur la consommation des CPU et mémoire. Donc, voilà, un map rapidement qui me donne une idée sur ce qui se passe. Donc, quand je rentre pour naviguer dans mes services, je peux aller par exemple dans le service front-end. Le front-end, c'est intéressant de voir un peu, là ça va être beaucoup plus intéressant de vous montrer ici, de voir un peu des métriques liées au rendering des DOM et combien ça prend du temps, ainsi de suite. Donc ça donne d'abord le nombre de transactions par minute qui sont véhiculées par ce front-end. Il me donne le temps moyen de chargement de mon front-end. Et il donne une idée, en se basant sur les adresses IP des clients, d'où vient la plupart des requêtes et quelle est la durée moyenne de chargement des DOM depuis chaque région au monde. Ici, même, il donne une distribution par type de navigateur sur la durée moyenne de chargement, ou bien la durée moyenne de chargement d'une page. Voilà, donc c'est des trucs qui sont synthétiques, qui sont là grâce à l'agent RUM. Donc, si je reviens dans mon application, je peux voir les transactions initiées depuis le front-end. Donc, je peux voir qu'il y a des transactions de simple CRUD. J'ai fait un retrieve, j'ai fait un ajout et un delete. Donc, tout à l'heure, j'ai envoyé une charge en masse à front-end avec un script Puppeteer qui fait une simulation. Donc, je vais voir un peu les traces qui ont été générées. Donc, quand je rentre sur cette vue, je peux descendre en bas. Et ce qui est intéressant, je peux voir les traces distribuées. Là, je peux voir, par exemple, c'est une transaction pour ajouter un objet qui est tombé en erreur. Donc, tombé en erreur, la requête a été envoyée avec un post depuis le front-end et elle a atterri dans le premier back-end et on voit qu'au niveau des contrôleurs, la méthode save, il y a une erreur. Donc, typiquement ici, j'ai pas vraiment besoin d'aller me connecter sur le conteneur Docker où il y a le front-end pour comprendre ce qui se passe. Donc, j'ai un cockpit ici. Je peux automatiquement aller dans les logs générés directement par cette transaction et comprendre ce qui s'est passé. Et donc, je vais voir automatiquement que le service backend a généré une exception pour dire qu'il n'arrive pas à sérialiser un champ vers un type integer. Donc ça, tout à l'heure, j'ai simulé une erreur en ajoutant un objet
dans un champ où je dois mettre un integer, j'ai mis une chaîne de caractères. Donc, il a généré une exception. Voilà, donc je n'ai pas besoin de perdre du temps pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, je peux même voir directement le contexte de cette transaction. Donc, je peux voir que dans le champ label.price, l'utilisateur il a saisi une chaîne de caractères. Donc, ça justifie pourquoi la transaction est tombée en erreur. Donc, juste en quelques clics, j'arrive à comprendre ce qui s'est passé. Donc, ça, l'exemple d'une transaction qui a réussi. Et je vois mes traces distribuées. Donc, je vois qu'il a été initié par le front-end vers le deuxième back-end, le premier back-end, puis le deuxième back-end. Et donc là, je peux comprendre ce qui s'est passé. Donc, il y a un appel à ce endpoint API pour enregistrer l'objet. Donc, le contrôleur, il fait un save, mais avant de faire un save, il fait un appel HTTP qui est auto-tracé ici. Sauf que cet appel, c'est un appel vers un autre microservice qui est aussi instrumenté par un agent élastique. Donc, et puisqu'on a enablé les traces distribuées, donc je vois avec un autre couleur le deuxième backend, je vois aussi c'est un contrôleur qui va estimer la valeur. Donc ce contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord faire sa logique de calcul, il va le stocker dans Elastic. Donc pour le stocker dans Elasticsearch, j'utilise Spring Boot ou bien Spring Data Elasticsearch. Donc j'utilise le repository implémenté dans Spring Boot pour Elasticsearch. Et donc il fait la transaction en deux étapes. Il fait un post, il envoie le document un post pour indexer le document et puis il fait un refresh. Et ensuite, il enregistre, il persiste dans une base de données PostgreSQL. Donc, j'utilise un repository GPA pour enregistrer. Et donc, on voit ici que le fait que j'utilise un repository Elasticsearch, donc on voit que la première transaction, ça prend 12 millisecondes et le deuxième refresh qui utilise 43 millisecondes. Par contre, la persistance au niveau de PostgreSQL, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc ce genre d'analyse d'une trace distribuée, ça permet rapidement de dire, bon, écoute, il y a un problème pour stocker dans Elasticsearch, ça prend beaucoup de temps, donc il faut aller comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le rôle du trace distribuée. Voilà, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc à partir d'ici, la même chose, je peux toujours, s'il y a une erreur, ou aller voir directement les logs, ou aller directement voir le statut, ça veut dire le statut uptime des services. Et donc uptime, c'est ce genre de traces, donc je peux voir que j'ai 3 URL que je suis en train de pinguer régulièrement et pour voir s'ils sont disponibles ou pas disponibles. Donc à partir du moment qu'un URL n'est plus disponible, donc ça génère un ping en rouge, donc je peux aller comprendre pourquoi. Donc c'est un peu ça l'overview. Donc je peux aussi aller voir un peu les métriques. Quoique je préfère aller le voir directement à partir d'APM. Par exemple, là, je suis en train d'analyser une trace distribuée. Je vais vous montrer. Je suis dans ce microservice, par exemple. Et dans ce microservice, je vois qu'il y a une transaction, donc une demande de transaction pour estimer la valeur d'une voiture. Et donc ici, d'abord, je peux voir une courbe qui trace le taux d'erreur. Donc je vois, je suis à 0%, il n'y a pas de transaction. Une erreur, très bien. Donc là, je vois un overview où je mesure le temps passé par span. Donc une transaction, on a dit une trace, c'est un ensemble de span. Donc le span, c'est par défaut d'abord la logique métier de l'application, ça a pris combien de temps pour s'exécuter et ça a pris combien de temps pour appeler d'autres systèmes externes. Typiquement ici,
le microservice fait appel à Elasticsearch, fait appel à PostgreSQL. Et donc là, je remarque nettement que 97% du temps passe sur des appels HTTP vers Elasticsearch. Et donc là, ça me donne directement une idée qu'il faut aller mettre le focus sur cet appel. Pourquoi ça prend tellement de temps? Peut-être mon cluster Elasticsearch n'est pas bien dimensionné, peut-être il y a un problème réseau, peut-être il y a d'autres choses. Donc on arrive à mettre le focus sur une partie. Et sur un exemple de transaction, je peux à partir d'ici aller directement voir les traces de cette transaction dans les logs, ou bien aller voir toutes les traces du host ou des conteneurs ou des pods qui a généré ça, où je peux aussi aller voir les métriques. Par exemple, j'arrive à une transaction là, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes sur une transaction, il y a une lenteur réseau, donc je peux aller voir les métriques de mon host. Et je peux voir la variation, par exemple, des CPU, de la mémoire, du trafic réseau, ainsi de suite. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle infrastructure où le microservice est hébergé. Donc, ça peut être un host simple, ça peut être une machine virtuelle, ça peut être un conteneur Docker, ça peut être un pod Kubernetes. Donc, dans Metric, je peux avoir une vue globale de tous mes hosts, je peux avoir une vue de tous mes pods Kubernetes, de tous mes Docker, ainsi de suite. Et donc, je peux rentrer et voir un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, grosso modo, ça, c'est un peu l'overview de Elastic Observability. Donc, juste pour rappel, l'observabilité, c'est le fait d'unifier les logs, les métriques et les traces APM avec une corrélation de contexte entre les événements. Et, et ça, c'est rendu grâce à Elastic Command Schema, grâce aux différentes UI de Kibana. Donc, vous avez remarqué qu'on est dans le même interface utilisateur, la même expérience utilisateur Kibana. Je suis en train de naviguer entre les logs, les métriques et les traces APM. Ce qui est intéressant aussi quand je navigue dans les traces APM, surtout pour des microservices en Java, donc j'ai automatiquement des métriques qui sont liées à la GVM. Je peux automatiquement voir directement s'il y a des erreurs qui sont générées, donc je peux les voir ici directement. Donc si je fais excusez-moi, si je fais aujourd'hui, donc je peux voir directement les erreurs. Donc je vois que c'est une erreur générée 26 fois, donc je peux rentrer et voir tout le stack trace de l'erreur. Et ça ça se facilite grâce à Elastic Common Schema toujours. Donc, si vous arrivez à parser vos logs en respectant Elastic Common Schema, vous aurez directement cette possibilité, cette expérience utilisateur dans l'UI. Et c'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser des dépendances de type ECS, Login, Java ou Python ou autre pour autogénérer les logs dans le format que exige Elastic. Donc, vous pouvez remarquer aussi qu'à chaque fois, dans l'interface, on peut créer ce qu'on appelle des alertes. Donc, c'est des alertes qu'on peut envoyer directement à travers plusieurs canaux. Par exemple, si vos équipes DevOps sont sur Slack, donc je peux définir une alerte et l'envoyer directement sur Slack ou par email, ou bien je peux trigger un webhook et créer un ticket sur votre outil de ticketing pour trigger des alertes quand il y a des problèmes. Bien sûr, il y a un module machine learning qui est derrière, qui peut être utilisé pour générer des alertes automatiquement utilisant des machine learning non supervisés, mais ça ne sera pas l'objectif de ce méthode.
Voilà, donc grosso modo, ça c'est un peu l'expérience que Elastic apporte au concept de l'observabilité. Donc tout ce que vous êtes en train de voir ici dans observabilité, il est inclus par défaut dans la version basique de la stack Elastic. Dans, dans le modèle de distribution, il y a le modèle OSS Open Source que vous pouvez trouver sur AWS ou autre. Donc n'importe qui peut l'utiliser, le redistribuer, ainsi de suite. Mais dans la version OSS, vous allez trouver uniquement les choses basiques de la stack, ça veut dire le discovery, dashboarding et de la visualisation. Donc dans la version basique, vous aurez l'accès à la solution observabilité et sécurité. Bien sûr, d'autres features qui sont un peu premium comme l'alerting, comme machine learning, donc il vous faut débloquer une souscription et avoir une licence. Mais l'essentiel de l'observabilité, il peut être assuré à 100% avec la version basique. Donc je vous encourage à aller télécharger la version basique et aller découvrir les possibilités que offre l'observabilité dans des environnements DevOps. Maintenant, si on parle DevSecOps, il y a des agents qui permettent aussi de collecter des événements de sécurité et donc vous pouvez en profiter à la fois, vous êtes en train d'observer votre infrastructure, vos applications, donc vous pouvez aussi les observer de point de vue sécurité. Et là, vous pouvez utiliser l'application Elastic Security qui contient à la fois le SIEM et un agent de endpoint protection. Donc ça, c'est pas vraiment l'objectif de ce meetup. Donc si je reviens j'ai un dernier slide à vous présenter, et beaucoup plus pour parler de l'interopérabilité de cette solution. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, si vous regardez un peu les trends sur l'observabilité, vous allez voir qu'il y a tellement d'outils qui sont sur le marché. Donc, des outils qui ont été initiés par Twitter ou par Twitter comme Zipkin par exemple, des outils aussi initiés par Uber comme Yager et d'autres. Il y a aussi des initiatives de Open Tracing, W3C, W3C par exemple. Et ça, ce sont des standards qui ont mis des normes, des nomenclatures pour générer les traces distribuées, ainsi de suite. Après, charge libre à chaque éditeur d'implémenter sa manière de générer les traces, de les collecter et de les stocker. Maintenant, la tendance est vers un standard qui s'appelle OpenTelemetry. On trouve des leaders comme Elastic, comme Splunk, comme Microsoft, comme AWS par exemple. Et là, cette fois, l'avantage de OpenTelemetry, c'est pas juste de produire des standards, mais carrément de produire des collecteurs et des exportateurs de traces. Et donc, ils sont en train de mettre à votre disposition des agents qui sont standards et qui ne dépendent pas des éditeurs et qui sont standards et que n'importe qui peut les utiliser. Et donc, dans ce sens, il y a une intégration avec Elastic APM à travers ce qu'on appelle des exportateurs. Donc, vous pouvez imaginer que vos différentes applications, ils sont déjà instrumentés par des agents OpenTelemetry. Et donc, OpenTelemetry, les agents, ils vont envoyer les données vers ce qu'on appelle un collecteur. Donc, les collecteurs, il y a plusieurs collecteurs. Et donc, il y a un collecteur standard OpenTelemetry. Il y a d'autres collecteurs qui sont déjà implémentés comme Zipkin par exemple, comme Yager. Et donc à partir
de ce collecteur d'OpenTelemetry, il y a tous les éditeurs qui font des contributions. Donc, chaque éditeur, il ajoute son exportateur. Donc, Elastic, il a ajouté son exportateur qui exporte les données OpenTelemetry vers un format que Elastic APM va comprendre. Et Elastic APM continue son travail et envoyer vers Elasticsearch. Donc la même chose, on peut l'utiliser avec le standard OpenTracing qui est implémenté par Yager. Donc si vous êtes, si vous êtes, si vous avez déjà si vous êtes déjà en train d'instrumenter vos applications avec des agents Yager, sachez que Elastic APM implémente déjà une interface pour Yager à travers HTTP ou gRPC. Donc, vous pouvez demander à vos agents OpenTelemetry, par exemple, ou Yager, d'envoyer directement au format Yager à Elastic APM et lui convertir vers Elastic Command Schema. La même chose pour les métriques. Si vous utilisez par exemple des outils comme Prometheus, vous êtes déjà habitué à collecter les métriques des hosts, des pods et des conteneurs Docker avec Prometheus. Donc Prometheus, il y a un agent, il y a un module dans FileBit par exemple, ou dans MetricBit pardon, ou dans FileBit, je ne me rappelle plus, qui permet d'exporter régulièrement les métriques qui sont stockées dans Prometheus et va les convertir vers un schéma ECS et les stocker dans Elasticsearch. Donc, globalement, quel que soit l'existant, vous arriverez à trouver un moyen pour converger vos données dans Elasticsearch parce que des fois, la plupart de ces outils, par exemple, Zipkin, il utilise en général un stockage Cassandra ou Elasticsearch. Yager, j'imagine aussi, il a la possibilité de stocker ses traces dans Elasticsearch. Donc, quitte à les convertir directement vers un format Elastic APM, et profiter de l'avantage de l'expérience utilisateur dans Kibana pour corréler les logs, les métriques et les traces APM. Donc, quand vous utilisez aussi les agents comme FileBit, comme MetricBit, comme Heartbeat, donc c'est des choses qui arrivent avec des dashboards standards. Par exemple, là, j'ai configuré MetricBit pour collecter des métriques de ma base de données PostgreSQL. Donc, ça vient avec un dashboard standard où je peux voir, par exemple, qui sont les requêtes par exemple, ça, je peux voir rapidement qu'il y a une requête d'insertion de mes objets d'estimation de voitures qui consomme un temps de latence beaucoup plus important que les autres. Donc, et ça, c'est des choses qui sont standards avec MetricBit, qui sont out of the box pour la plupart des bases de données comme PostgreSQL, MySQL, Oracle ou autres. Et donc, la même chose pour les métriques système. Donc, ça, c'est un ensemble de métriques qui sont collectées automatiquement par MetricBit sur le host. Donc, je peux voir la consommation CPU, la mémoire, les différents usages, ainsi de suite. Donc, c'est des dashboards qui sont là en standard, vous pouvez l'utiliser. Et donc, comme j'ai dit, grâce à l'expérience Kibana, vous êtes dans la même expérience utilisateur, dans les mêmes interfaces, pardon, et vous êtes en train de faire des drill down entre dashboard, entre log, trace APM, métrique et uptime. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important dans un contexte DevOps ou DevSecOps, de pouvoir faire des routes cause analysis rapidement sans perdre de contexte, sans perdre la corrélation entre les événements. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Et il ne me reste que de vous dire, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc, n'hésitez pas
à poser vos questions. Je suis là pour vous répondre. Si quelqu'un veut carrément intervenir, prendre la main, donc il suffit de me faire signe par la main comme ça dans Zoom et je vous active le micro et on a peut-être 10 à 15 minutes pour échanger. Donc voilà, n'hésitez pas. Je suis beaucoup plus intéressé s'il y a des suggestions, des contributions, si quelqu'un veut intervenir sur un prochain meetup qui est en relation avec la suite Elastic. Si vous avez des suggestions de topics qu'on peut aborder, je suis ouvert à ça. Donc Mehdi, il me dit où est-ce qu'on peut trouver les enregistrements des anciens meetups. Oui, c'est important. Alors, je vais vous... Donc, si vous partez dans la communauté élastique, le groupe, le chapitre Maroc, donc je vous ai envoyé le lien du chapitre élastique Maroc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Donc, vous allez trouver en bas l'ensemble des événements et quand vous rentrez dans chaque événement, vous allez trouver la vidéo. Et donc, la vidéo, il pointe sur la chaîne, remarquez, il pointe sur la chaîne Official Elastic Community. Donc, c'est une chaîne sur YouTube où tous les vidéos de tous les meetups qui se déroulent mondialement, y compris au Maroc, en Algérie, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ils sont là. Voilà, donc il y a énormément de vidéos, des meetups, des Elasticon, donc vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Donc Mehdi, c'est ton premier meetup, donc je t'encourage à venir intervenir le prochain meetup. Donc j'ai besoin d'un coup de main, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent partager leur expérience, qui veulent tenter l'expérience du meetup. Moi, ça fait peut-être 6 mois que j'ai commencé ça et c'était grâce au confinement. Donc, le premier meetup des groupes Élastique Maroc, c'était en juin 2020. Donc, c'est très récent qu'on a commencé à bouger. Donc, on a besoin du monde. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent partager des topics, donc on est ouvert. Ben, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, j'ai probablement 50 minutes. Donc, s'il y a des questions, on est là. Voilà, s'il n'y a pas de questions, donc je vais vous dire merci pour votre présence. Donc, dès que la vidéo il est partagée sur la chaîne YouTube, je vais déposer les slides aussi sur un partage et le code source des différentes applications sur GitHub et on va partager ça avec vous. Comme ça, vous pouvez faire un replay et reprendre un peu les étapes. Je vais aussi partager avec vous quelques blog posts qui
qui peuvent vous aider à commencer avec Elastic Observabilité. Donc, il y a 3 ou 4 blog posts qui vont être très utiles pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre présence et à très très bientôt.